qui va nous permettre également, ou bien nous servir également dans la recherche de certains minéraux comme les hydrocarbures, pétrole, de l'or, de l'eau et ainsi de suite. On a dit, on trouve ce qu'on appelle la gravimétrie. La gravimétrie, c'est un mot qui est composé de métrie et gravi. Qui dit métrie, donc c'est le mètre. Et le mètre, ce n'est autre que la mesure. Et gravi, c'est la gravitation. Donc, c'est une mesure de la gravitation qui va nous permettre de déterminer la composition de la Terre. Autrement dit, la gravimétrie, c'est l'étude de variation de G, accélération de la pesanteur. Les anomalies de la pesanteur s'expliquent généralement par la présence d'hétérogénéité de masse dans le sous-sol depuis la surface jusqu'au noyau. En physique, la gravitation, c'est l'interaction responsable de l'attraction entre deux corps massifs qui sont séparés par une distance d ou bien r. Il est donné par la loi de Newton en tant que G, la constante universelle, est le produit de deux masses sur la distance qui sépare les deux corps. D'ailleurs, la gravitation, il se manifeste dans l'interaction qui nous fixe sur Terre. Donc, si on applique cette loi à une personne possédant une masse petit m sur la surface de la Terre présentant une masse grand M, on aura F égale à la constante universelle, le produit de la masse de la Terre fois la masse de la personne sur R au carré. C'est la force gravitationnelle. Vous avez déjà étudié soit au lycée ou bien au niveau de la première année ce qu'on appelle le principe fondamental de la dynamique appliquée au solide, qui n'est autre que somme des forces égale à ma. Donc, si on applique ce principe, on a la force gravitationnelle égale ma égale le g, la masse de la Terre, fois la masse de la personne sur r au carré, avec a bien sûr l'accélération. Dans le cas de la gravitation, le a n'est autre que le g, le champ de pesanteur, égal à g, le produit de deux masses sur r au carré. Bien sûr, par simplification de deux masses, on aura une valeur de g égale à la constante universelle fois la masse de la Terre sur r au carré. Bien sûr, avec la masse de la Terre qui est égale à 5,97 10 à la puissance 24 kg, le G égale à 6,67 10 à la puissance moins 11 mètres cubes, kilogramme moins 1, seconde moins 2. Et bien sûr, le R, c'est le rayon de la Terre qui est égal à 6371 km. Donc, si nous analysons ce G, donc G c'est une constante, la masse de la Terre c'est une constante, sur le rayon de la Terre c'est une constante, par conséquent, la valeur de G est une constante et égale à 9,81 mètres par seconde. Donc, théoriquement, on a construit un modèle d'après nos données. De telle façon, on a une valeur de G qui est égale à une constante 9,81
T1 mètres secondes au carré. Donc, notre modèle théorique nous a permis de trouver une valeur de, G égale à une constante. Expérimentalement, comment on peut mesurer ce qui est égal à 9,81? Je pense que vous avez déjà étudié ce qu'on appelle le pendule simple. C'est quoi le pendule simple? Et d'ailleurs, c'est une méthode la plus ancienne et la plus classique pour la mesure du G. Un pendule simple, c'est tout simplement une masse ponctuelle fixée à l'extrémité d'un fil sans masse et inextensible et oscillant sous l'effet de la pesanteur. Vous avez déjà étudié ce oscillateur mécanique et vous savez que la période, c'est le temps de faire un aller-retour autour de la position d'équilibre, n'est rien autre que le t égale à 2pi racine de L sur G. Avec L, c'est la longueur de fil. Donc, cette période va nous permettre de calculer G. Imaginons par exemple le temps de faire un aller-retour autour de position d'équilibre égale à 2 secondes. On le replace dans la formule de la période. On aura une valeur de G égale à pi au carré fois la longueur du pendule. Et comme ça, expérimentalement, on peut mesurer la valeur de G. Alors, Jean Richer, à Cayenne, durant la période de 1772-1773, d'ailleurs, Jean Richer, c'est un astronome et navigateur français, a observé une chose extraordinaire. Il a constaté que son pendule à Cayenne bat différemment ou bien bat plus lentement à Cayenne qu'à Paris. Cayenne, c'est une ville qui est plus proche de l'équateur. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que la valeur de la période T1 est différente de T2. Qui dit la valeur de T1 différente de T2, sachant les composants de la période, depuis c'est une constante, L, ça correspond le même pendule, donc c'est une constante, donc le G doit être variable. Donc expérimentalement, il a constaté que la valeur de T1 à Cayenne est différente à Paris pour le même pendule. Et en comparant avec le modèle théorique, le G égale à G, la masse de la Terre sur R au carré, qui est égal à une constante. Donc, on doit apporter des corrections dans notre modèle et vérifier ce qu'on a oublié de l'introduire dans notre modèle. Commençons par la première hypothèse. Au départ, on a supposé que la Terre est immobile ou bien elle est fixe. À vrai dire, ou bien dans la réalité, la Terre tourne. Et si la Terre tourne, cette rotation a deux effets. D'une part, une formation de la Terre et d'autre part, une création d'une force centrifuge. C'est quoi la force centrifuge ou bien la centrifugation? C'est tout simplement
il est basé sur le principe physique suivant. Un corps en rotation à une vitesse angulaire W donné par rapport à un axe est soumis à une force centrifuge qui est égale à mW au carré R. Bien sûr, avec m et la masse de corps, IR et le rayon de la trajectoire. Pour bien comprendre l'effet de la force centrifuge, prenons l'exemple du virage. Lorsque on aborde un virage, vous allez constater des panneaux qui avertissent qu'il faut diminuer la vitesse. Pourquoi? Tout simplement, c'est purement physique. Une force a tendance à nous déporter vers l'extérieur et tout le monde, je pense, a déjà eu cette sensation, je pense. Un deuxième exemple pour comprendre la force centrifuge, c'est le système solaire. Si on raisonne seulement sur les masses et la gravitation, et vu par exemple que le Soleil est 100 fois plus grand que la Terre, donc la Terre, si on raisonne seulement sur la gravitation, elle sera attirée vers le Soleil et dans ce cas, la Terre s'écraserait sur le Soleil. Mais grâce à cet équilibre entre la force centrifuge et la force de gravitation, la Terre ne s'écarte pas de son orbite révolutionnaire autour du Soleil. Donc, la rotation, d'une part, il déforme la Terre et d'autre part, on a une création d'une accélération centrifuge qui s'oppose à la gravité. La Terre est quasiment ellipsoïdale et n'est plus une sphère. Si nous examinons ces deux effets en commençant par l'accélération centrifuge, si W est la vitesse de rotation angulaire de la Terre, la composante radiale de l'accélération centrifuge au un point de la surface du globe situé à une altitude phi est donnée par W au carré R cos au carré phi. Du fait de la rotation, la Terre n'est pas parfaitement sphérique, il est aplati au niveau des pôles, c'est une sphéroïde. Il faut donc tenir compte de l'écart à la sphéricité en ajoutant 10 termes correctifs aux termes correspondant à l'attraction newtonienne des masses de la Terre. Nous obtenons alors au premier ordre l'expression suivante pour l'attraction des masses de la Terre. Avec bien sûr le A et le rayon équatorial, phi l'altitude d'un point à la surface de la Terre situé à une distance r du centre de la Terre, et G2 est un coefficient sans dimension qui rend compte de l'écart à la sphérécité. La valeur de G2 est connue précisément en particulier grâce aux satellites artificiels. Pour le cas de la Terre, le G2 égale 1,082 10 à la puissance moins 3. Nous aboutissons finalement à une valeur de G en prenant en considération l'effet de la force centrifuge et l'effet de la déformation que G égale à cette équation. Vous avez un moyen de mesure. On peut
à travers le pendule simple, mesurer la période. En connaissant la longueur, on peut déterminer G. Bien sûr, si on prend à titre d'exemple la valeur de la période égale à 2 secondes, nous arrivons à une valeur de G égale à P au carré L. Bien sûr, avec notre modèle qu'on a construit en tenant compte de l'effet de la rotation, nous avons le G égal à Gm sur R carré fois 1 moins 3 sur 2 A au carré sur R au carré G2 3 sinus au carré phi moins 1 moins W au carré R cos au carré phi. Donc, vous avez un pendule pour mesurer la gravitation et vous avez votre modèle théorique. Vous donnez bien sûr l'altitude et la position R. Vous pouvez déterminer la gravitation à n'importe quel endroit sur la Terre. Signalons que les moyens de mesure de la gravitation ont été améliorés depuis la pendule avec l'expérience de John Richter. Actuellement, il y a du développement récent et très promoteur basé sur des principes d'interférométrie atomique avec des atomes froids dans la mise au point de gravémètres dite atomique. Comme résumé, on a donc le modèle pour prévoir la valeur de la gravitation dans n'importe quel point sur la Terre. Mais la question qui se pose, est-ce qu'avec ce modèle, on peut déterminer la composition de la Terre? La réponse est évidemment non. Il nous faut, pour déterminer la composition de la Terre, ou bien prévoir l'existence de certains minéraux, introduire un paramètre. Une fois on le détermine, ça va refléter la composition de la Terre. Ce paramètre clé, ce n'est autre que la densité. Donc, on verra comment on va introduire ce paramètre dans notre modèle. Et commençons toujours par notre point de départ, le principe fondamental de la dynamique appliquée au solide avec somme des forces égale à ma, qui nous a permis d'avoir une valeur de G égale à la constante universelle pour la masse de la Terre sur R au carré, où on a trouvé une valeur qui est constante et expérimentalement, on a vérifié que ce G doit être variable. Comme première correction, on a constaté que la majorité du temps, on fait les mesures sur une montagne. Une montagne, donc, à une hauteur h. Donc, au lieu de raisonner sur R, on doit raisonner sur R plus h au carré. Avec, bien sûr, h est très inférieur à R. Comme vous avez déjà étudié en première année, en effectuant un développement limité, nous aboutissons donc à ce que le G égale à G0, 1 moins 2H sur R plus 3H au carré sur R au carré. Au premier ordre, ce champ de pesanteur est donc égal à 2G0 sur R.
En remplaçant G0 par la valeur 9,81, nous aboutissons à ce que c'est égal 0,3086. Et donc, comme première correction, nous avons ce qu'on appelle la correction et anomalie à l'air libre. Donc, l'anomalie à l'air libre égale à Gm, c'est le G mesuré, moins G0, plus 0,308 fois H. Correction. Donc, on a raisonné ou bien la majorité des mesures se font soit sur un montage ou par avion et on a pris en considération le fait que cette montagne présente une hauteur h. Comme deuxième, et nous avons aboutir à une correction qui vaut 0,3086. Comme deuxième correction, cette montagne présente une masse qu'on doit introduire dans notre modèle. Généralement, un milieu de masse volumique ρ exerce une attraction au point M dans le module de la composante verticale et delta G égale à le G, la constante universelle, l'intégrale de la densité de 2V sur R au carré cosinus alpha, avec R et la distance entre un élément de volume de 2V et le point M, et alpha et l'angle entre R et la verticale au point M. L'effet gravitationnel d'un plateau infini de masse volumique ρ et de hauteur h est simplement delta G égale 2 pi ρ GH. En remplaçant la valeur de G par 6,77, nous aboutissons à delta G en milligrade qui vaut 0,0419 ρh. Ce terme est connu sous le nom de correction du plateau ou bien correction de Bogey. Nous avons pris en considération que la majorité des mesures se font en avion en tenant compte de l'effet de la hauteur. Nous avons arrivé à une correction et anomalie à l'air libre. Après, nous avons pris en considération l'effet de la masse et nous avons trouvé la correction dite de Bogey. Comme dernière correction, c'est la prise en compte de l'effet de la géométrie de cette montagne. Comme vous savez, généralement, les montagnes n'ont pas toujours une forme géométrique bien définie, comme triangle, un carré, rectangle et ainsi de suite. Donc, généralement, cette correction est donnée par des logiciels adéquats, comme le logiciel utilisé Graphsoft. Et nous aboutissons dernièrement à la correction globale qui est la forme de Gm égale à G0 moins 0,3086 fois H plus 0,0419 ρH moins ρT. Donc, c'est la correction à l'air libre plus la correction de Bogey moins la correction du plateau. Comment interpréter cette équation? On verra dans la séance de TD
comment à partir de ce résultat, on peut chercher les matières premières comme le pétrole, l'eau, l'or et ainsi de suite, et comment à partir de cette formule, on peut déterminer la composition de la Terre. Sur ce, je vous dis à bientôt et je vous invite à faire des recherches sur le sujet. Bien sûr, je serai à votre disposition pour tout complément d'information. Merci à vous.